Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier le tableau périodique des éléments. C'est parti! Nous allons commencer par analyser une case du tableau périodique. Au milieu, nous allons retrouver le symbole de l'élément chimique que vous devez connaître par cœur. Ici, le symbole du carbone. Dans le coin supérieur gauche, on retrouve le nombre atomique Z. C'est le numéro de rangement des éléments dans le tableau périodique qui correspond en réalité au nombre de protons présents dans le noyau d'un élément. Alors, c'est pas une grandeur physique, c'est un nombre et donc par conséquent, on ne lui attribue pas d'unité. Tout en dessous, on retrouve un autre chiffre qui est en fait la masse atomique relative. C'est le sujet de la prochaine vidéo. Dans le coin supérieur droit, on retrouve l'électronégativité. L'électronégativité sera le dernier sujet de ce chapitre. Voici Dmitri Mendeleïev, un célèbre chimiste russe né en 1834. En 1869, il publia sa première version de ce qui deviendra le tableau périodique. Il découvre que les propriétés chimiques se répètent périodiquement. Il classe alors les éléments à la ligne de telle sorte que les atomes ayant des propriétés semblables se trouvent l'un en dessus de l'autre, formant ainsi une famille. Il a donc pu classer 66 éléments selon leur masse atomique croissante dans ce tableau comprenant 5 colonnes et 18 lignes. Son génie a été que dans sa version améliorée de 1871, il a laissé des cases vides pour des éléments qui étaient encore inconnus. Il a donc réussi à prédire la découverte et les propriétés chimiques des nouveaux éléments. Pour classer les éléments et donc construire le tableau périodique des éléments, on utilise la structure électronique KLM qu'on a vu dans la vidéo avec Bohr, mais également deux règles. La première, c'est qu'on va classer les éléments du plus léger au plus lourd et donc par nombre atomique croissant. On va aussi changer de ligne quand elle est saturée, donc quand la couche électronique possède son nombre maximal d'électrons, aussi comme on a vu dans la vidéo précédente avec Bohr. Pour classer les éléments dans le tableau périodique, on va représenter de cette façon. On va inscrire le nombre atomique Z en haut à gauche. Tout en dessous, nous allons indiquer la structure et au centre, nous terminons par le symbole de l'atome. On commence avec le plus léger et donc avec l'élément ayant le nombre atomique égal à 1. Comme Z est égal à 1, ça veut dire que l'élément possède un proton. Et vu que l'atome est électriquement neutre, il possède également un électron. La première couche électronique, on l'appelle K. Elle possède un électron, donc ça sera la structure électronique K1. Et l'élément est l'hydrogène. Le deuxième, un petit peu plus lourd, donc le numéro 2, possède donc deux protons, donc deux électrons, donc sa couche K, ça sera 2. Et cet atome, c'est l'hélium. Nous avons vu dans la vidéo précédente que la première couche, donc la couche K, ne pouvait contenir que 2 électrons au maximum. Donc ici, c'est fait, la couche est saturée, on passe à la suivante. Comme il faut classer les éléments du plus léger au plus lourd, on peut numéroter toutes nos cases jusqu'à la fin. Notre première couche est bien saturée, donc on a une structure K2. L'élément avec le nombre atomique 3 possède 3 électrons, on en a déjà placé 2, donc sur la prochaine, ça sera un électron. Donc K2, L1. Et cet atome, c'est le lithium. Pour le quatrième élément, il aura donc une structure K2, L2. Et on peut ensuite noter la structure électronique de toute la ligne jusqu'à ce que la couche L soit saturée. Et on l'avait vu, pour qu'elle soit saturée, elle doit accueillir 8 électrons. Et ensuite, on complète avec le symbole des éléments. Pour l'élément 11, on refait la même chose. On remet les couches saturées K2, L8. Ça nous fait 10. En fait, que l'élément a 11 électrons. Donc, on va rajouter un électron sur sa couche M. Cet 11e élément est le sodium. On peut faire la structure électronique des autres éléments en suivant cette logique-là. Donc, K2, L8, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 jusqu'à ce qu'elle soit saturée. Et on complète avec le symbole des éléments.
Voici donc le tableau périodique que vous avez dans votre cours et qui reprend bien les 18 premiers éléments que nous venons de classer. En troisième, on va principalement étudier les familles A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, qui portent des noms, et donc on va voir ça tout de suite. Les chiffres allant de 1A à 8A représentent les numéros de famille. Ces numéros de famille-là portent des noms qu'il va falloir apprendre par cœur. En 1, nous avons la famille des alcalins. En 2, la famille des alcalino-terreux. En 3, la famille des terreux. En 4, avec le carbone, les carbonides. Ensuite, avec l'azote, les azotides. Avec le soufre, les sulfurides. La famille des halogènes et la famille des gaz nobles. Et nous avons, au milieu de tout ça, les métaux de transition. Le numéro de famille correspond en fait au nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire au nombre d'électrons présents sur la dernière couche. Par exemple, les alcalino-terreux, qui font partie de la famille 2A, possèdent 2 électrons de valence. Les gaz nobles de la famille 8A possèdent 8 électrons de valence. Pour ce qui est des lignes, c'est ce qu'on appelle les périodes. Et les périodes représentent le nombre de couches électroniques. Quand on a vu le modèle de bord, on a vu qu'il y avait 7 couches électroniques. Donc en fait, tout simplement, les périodes vont être numérotées de 1 à 7. Les éléments de la première période posséderont tous une seule couche électronique. Les éléments de la 6e période posséderont tous 6 couches électroniques. Un exemple avec le phosphore. Le phosphore, on peut dire qu'il fait partie de la famille des azotides, 5A, et donc qu'il possède 5 électrons de valence. Il fait également partie de la période 3, et donc qu'il possède 3 couches électroniques. Étudions un petit peu plus en détail les alcalins. Attention, il y a un intrus dans les alcalins, c'est l'hydrogène. L'hydrogène ne fait pas partie des alcalins. Il peut par contre être considéré comme un élément à part. C'est l'élément le plus léger. Il possède un seul proton et un seul électron. Et c'est aussi l'élément le plus commun dans l'univers, celui qu'on va retrouver le plus. Les alcalins, 1A, possèdent donc tous un électron de valence. Et ils vont avoir tendance à perdre, à donner cet électron-là lors d'une réaction chimique. Ils vont alors former des ions qu'on va appeler des cations de charge plus 1. Donc le lithium deviendra du Li+, le sodium du Na+, le potassium du K+. On verra les ions dans une prochaine vidéo. Ce sont également des métaux mous et brillants, mais qui vont s'oxyder à l'air. Ils réagissent violemment au contact de l'eau, ils peuvent même provoquer des explosions. C'est pour ça qu'on va les conserver dans de l'huile. Le sodium dans l'eau va décomposer les molécules d'eau en dihydrogène gazeux, H2, et en ion hydroxyde, OH-, et tout ça va former une solution d'hydroxyde de sodium qu'on appelle aussi la soude caustique NaOH. On va mettre tout ceci en équation chimique, et donc comme on dit qu'on met le sodium dans l'eau, on va noter Na plus H2O. On ajoute une petite flèche pour dire que ça se transforme en... On vous dit que ça se décompose en dihydrogène, donc en H2. Et en ion hydroxyde, OH-. Juste avant, je vous ai aussi dit que dans une réaction chimique, les alcalins vont perdre un électron et vont devenir des cations. Donc ici, le sodium deviendra Na+. Le Na+, et le OH- vont s'associer pour donner de l'hydroxyde de sodium, NaOH. C'est une réaction qu'on dit exothermique. C'est une réaction qui va libérer de la chaleur. On recopie l'équation chimique en retirant les ions. Donc on a du Na plus H2O va se transformer en H2 plus NaOH. Tout ce qui se trouve à gauche de la flèche est ce qu'on appelle les réactifs. Tout ce qui se trouve à droite est ce qu'on appelle les produits. Il va falloir équilibrer l'équation, le même nombre d'atomes dans les réactifs que dans les produits. Nous avons comme atomes du sodium, de l'hydrogène et de l'oxygène. Dans les réactifs, nous avons un atome de sodium et dans les produits, nous en avons également un. L'hydrogène, H2, donc nous en avons 2. Dans les produits, on a H2 et NaOH, donc là nous en avons 3. L'oxygène
un pour les réactifs et un pour les produits. Alors au niveau du sodium et de l'oxygène, tout va très bien, on a un atome de chaque côté. Par contre au niveau de l'hydrogène, là on voit que ça cloche. On a 2 atomes dans les réactifs et 3 dans les produits. Il va falloir équilibrer tout ça. Alors, comme une molécule est un ensemble d'atomes liés, n'oubliez pas qu'on ne peut toucher que au coefficient, donc au chiffre qui vient se mettre devant la molécule. Ici, on va rajouter un petit 2 devant NaOH pour dire qu'on rajoute une molécule. Donc, nous n'avons plus 3 atomes d'hydrogène dans les produits, mais nous en avons bien 4. En modifiant le nombre de molécules, on a également modifié le nombre d'atomes de sodium et d'oxygène. On les barre pour ne pas oublier, mais on y reviendra plus tard, on reste concentré sur l'hydrogène. Dans les réactifs, nous avons 2 atomes d'hydrogène. On voudrait arriver à 4, on rajoute une molécule. Donc on n'a plus 2 atomes, on en a bien 4. En touchant la molécule, on a également modifié l'oxygène. On n'en a plus 1, cette fois-ci on en a 2. Et dans les produits, en ajoutant une molécule de NaOH, nous avons 2 atomes d'oxygène. On a également modifié le nombre d'atomes de sodium. On se retrouve avec 2. Pour en avoir 2 dans les réactifs, on ajoute un coefficient 2 devant. C'est réglé. Notre équation est pondérée. Au niveau des alcalinotéreux de la famille 2A, ils possèdent 2 électrons de valence. Donc eux, par contre, ils vont avoir tendance à perdre 2 électrons. Ils vont aussi former des cations, mais cette fois-ci de charge 2+. Donc ça va devenir Be2+, Mg2+, Ca2+. Ce sont des éléments qui sont très présents dans la croûte terrestre. Une autre famille importante sont les halogènes de la famille 7A. Ils ont, eux, 7 électrons de valence. Par contre, ils vont avoir tendance à gagner un électron pour avoir 8 électrons sur leur dernière couche et donc être stables. Ils vont former des anions de charge -1. Et donc, eux, on va par contre les écrire sous forme ionique F-, Cl-, Br-. Ce sont des corps simples qu'on appelle diatomiques, donc qui se forment avec 2 atomes. Le dichlore, Cl2, qui est un gaz vert pâle, lui, va être toxique. Le dibrome, Br2, lui, va être toxique, mais également corrosif. Et le diiode, I2, lui, va être nocif et irritant. Vous l'aurez compris, il faut être très prudent quand on manipule les halogènes. Ils peuvent brûler, ronger ou même endommager nos tissus et même parfois du verre. La dernière famille, les gaz nobles de la famille 8A, eux possèdent 2 ou 8 électrons de valence. 2 pour l'hélium, tous les autres en ont 8. Ce sont en fait des éléments qui sont stables, ce sont des gaz monoatomiques, donc on va les retrouver tout seuls. Ils sont inertes, donc ils ne réagissent pas. Ils ne réagissent avec aucune molécule. Par contre, avec le courant électrique, ils vont devenir lumineux et auront des couleurs caractéristiques. Cette vidéo est maintenant terminée et je t'invite donc à compléter le questionnaire Google Forms afin de vérifier ta compréhension.